Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le premier acte d'une série d'attentats islamistes qui ont traumatisé la France. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi attaquent la rédaction de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. 12 morts, une dizaine de blessés. Parmi eux, Jean-Sébastien Bayolle. Il est le premier à se retrouver face aux terroristes. Un moment effroyable qu'il a confié à Antoine Bienvaux pour Europe 1. 11h20, le 7 janvier 2015, la vie de Jean-Sébastien Bayolle et de ses collègues de la BAC bascule soudainement dans l'horreur. On a entendu une déflagration juste derrière la porte d'entrée et on a vu deux hommes qui nous ont littéralement pris pour cible. Ils avaient l'air euphoriques, ils avaient des armes lourdes. On essayait de répliquer, mais on avait l'impression de lancer des cailloux par rapport à ce que lançaient avec leurs armes. On était vraiment dans l'incompréhension totale. Miraculeusement indemne, le policier constate impuissant la fuite des terroristes en voiture. Avec ses collègues, il pénètre alors dans les locaux de Charlie Hebdo, théâtre quelques minutes plus tôt de la barbarie la plus totale. C'était une atmosphère très pesante, ça sentait la poudre. Et là, on a découvert la scène d'horreur, plusieurs corps ensanglantés. Ce qui était marquant, c'était, pardonnez-moi l'expression, mais le silence de mort qu'il y avait dans ces locaux. Il n'y avait aucun bruit. Une scène d'horreur que le policier peine encore aujourd'hui à oublier. Le fait d'avoir assisté aux 3 procès, ça a permis d'avoir tissé des liens avec certaines victimes. L'équipe du Charlie, qui est devenue une famille, c'est une étape qui m'a donné une vision différente de la vie. D'être vivant, c'est une chose exceptionnelle et il faut en profiter, quoi. Toujours membre de la BAC, Jean-Sébastien Bayolle a néanmoins quitté la capitale, devenue trop douloureuse pour lui et sa famille. Antoine Bienvaux. Alors comment des caricatures ont-elles pu mener à une telle barbarie? Pour tout comprendre, Europe 1 vous propose le podcast Au cœur de l'actu. Il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo raconté par Philippe Val. L'ancien directeur de l'hebdomadaire satirique fait lui aussi, aujourd'hui encore, l'objet d'appels au meurtre. Ancien directeur de la rédaction, il n'était pas sur place le jour de l'attentat. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'a prévenu. Il s'est rendu sur les lieux. La suite, il la racontait tout à l'heure dans Europe 1 Matin. Je suis arrivé en même temps que Manuel Valls, et qui est décomposé, et qui monte dans la salle de rédac, qui me dit « Attends-moi ». Je reverrai toujours toute ma vie cette scène qui me repasse encore dans la tête la nuit. Et il redescend au bord de l'évanouissement. Et il me dit « Ne monte surtout pas ». Et je sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce de gratitude pour Manuel Valls. Grâce à lui, j'ai pas cette image dans la tête à chasser ou à... J'ai pas vu, quoi. Philippe Val, invité ce matin à 7h10 d'Europe 1 Matin. Entretien complet à retrouver sur europe1.fr. Plusieurs hommages sont prévus ce matin dès 11h30. Emmanuel Macron se rendra devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, puis boulevard Richard Lenoir et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes, où Amédi Koulibaly avait tué 4 personnes lors d'une prise d'otage le 9 janvier. Et 10 ans après cette vague d'attentats, la menace terroriste n'a jamais été aussi présente en France. C'est ce que dit ce matin Bruno Retailleau dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. 9 attentats déjoués en 2024. Il faut faire de la lutte contre l'islamisme des frères musulmans une des grandes priorités de ces prochains mois, estime Bruno Retailleau. Et c'est dans ce contexte que se multiplient les propos antisémites, les appels au meurtre, au viol, à la torture sur les réseaux sociaux de la part de plusieurs influenceurs algériens. 3 d'entre eux ont été interpellés le week-end dernier. 3 autres sont depuis hier dans le viseur de la justice, dans le Rhône. Et vous nous l'apprenez ce matin, William Molinier, c'est une information Europe 1. Ils pourraient être bien plus nombreux car plus de 300 signalements ont été faits ces derniers jours. Oui, précisément 320 signalements sur le portail officiel pour signaler les contenus illicites sur Internet. Tout cela en quelques jours seulement. Cela montre la réactivité de la police judiciaire. Ces signalements sont systématiquement traités. Ils permettent parfois d'interpeller les auteurs de ces vidéos d'appel à la haine. C'est aussi le reflet de la bonne utilisation de Pharos par les internautes. Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, recommande de signaler ces vidéos sur la plateforme sans les rediffuser, même pour les dénoncer. Il s'agit également surtout de ne pas partager ces contenus qui incitent à la haine ou à la violence parce qu'on donne de l'audience aux vidéos par ce partage. Les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit et nous arrivons à lever régulièrement l'anonymat de certaines vidéos. Difficile à ce stade de savoir si le régime algérien est derrière ces influenceurs. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français n'ont à ce stade décelé aucune coordination entre Alger et ses suspects. Les enquêtes se poursuivent. Surtout, les réseaux sociaux sont scrutés de très près pour éviter toute forme de viralité à ces appels à la violence. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Faut-il
expulser ces influenceurs algériens qui résident en France et appellent à la haine et la violence? C'est oui pour 94% des Français selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Elle voulait consoler les Mahorais, constater par elle-même l'ampleur des dégâts du cyclone Chido. Marine Le Pen achève aujourd'hui sa visite à Mayotte. Hier, la chef de file des députés RN a fait un tour du territoire, hôpital sinistré, quartier ravagé, l'occasion pour la triple candidate à l'élection présidentielle de confirmer sa popularité dans l'archipel et d'esquisser des propositions pour reconstruire. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, Alexandre Chauveau. Malgré l'aspect chaotique du village d'Amjago, au nord de Mayotte, ces Mahoraises n'ont Dieu que pour Marine Le Pen, attendue comme une sauveuse sur l'île, au milieu des brasiers de déchets fumants, des plaques de tôle et des branchages amassés sur le bas-côté. Marine Le Pen interroge les habitants. Le bâtiment, là, il n'a pas été trop touché? Celui-là, on va dire 90% n'a pas été touché. Et partagent leur désarroi. C'est un grand choc pour moi de faire le tour de l'île, parce que c'est vraiment un spectacle de désolation absolue, quoi. On a l'impression que l'île a été passée sous un chalumeau géant. Mais comme opposante numéro 1 au gouvernement, Marine Le Pen n'en oublie pas la politique et s'inquiète des promesses faites par François Bayrou pour reconstruire l'île. Je viens juste pour voir si le discours que j'ai entendu correspond à la réalité que je constate. Bon, la réponse est non. Sans levier majeur pour agir concrètement, elle promet d'amender largement la loi d'urgence pour l'archipel, présentée mercredi en Conseil des ministres. Mayotte, Alexandre Chauveau, Europe 1. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, prévoit elle aussi un déplacement à Mayotte de jeudi à samedi afin de mesurer les besoins de la population. L'Assemblée qui devra bientôt aussi se pencher sur le budget 2025, mais avant c'est au gouvernement de plancher sur son projet. Oui, hier, les ministres de l'économie, Éric Lombard, et du budget, Amélie de Montchalin, ont débuté leur consultation des différents partis. Le PS et le Modem en premier lieu. Horizon aujourd'hui, objectif pour le gouvernement, 50 milliards d'euros d'économie. Il est 8h08 sur Europe 1, c'est une posture de cavalier qu'on a tous vu dans nos manuels d'histoire. On s'en souvient, Dimitri, François Ier, Henri IV, à cheval, portraits équestres qui ne sont pas que de beaux tableaux. À l'époque, c'est aussi un puissant outil de communication politique. L'affichage électoral de l'époque jusqu'au 27 janvier au château d'Écouen, c'est à découvrir au Musée national de la Renaissance. Reportage Louise Salé. Sur un tout petit portrait largement diffusé auprès des élites de l'époque, François Ier est élégant, son cheval magnifiquement décoré, telle une affiche de campagne. C'est un véritable instrument de communication politique pour se faire connaître de grandes cours étrangères, donc il y a un impact diplomatique. Guillaume Fontenelle, conservateur du patrimoine au château d'Écouen. Le cheval lui-même, il a des accessoires d'apparat. Par exemple, entre ses deux oreilles, il y a un magnifique plumail. Donc c'est un bouquet de plumes de couleurs ici différentes. C'est vraiment un modèle français pour le portrait royal qui a été inventé. Et ce cheval orné d'accessoires s'inspire d'une autre monture, celle de l'empereur Marc Aurèle, dont la sculpture est à Rome. La statue de Marc Aurèle est la seule grande statue en bronze qu'on pouvait donc encore voir au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et cette statue constitue un véritable modèle pour tous les hommes de la Renaissance qui veulent égaler les empereurs romains. Comme Henri IV, qui érige à Paris sa statue équestre. Elle est placée donc à l'extrémité du pont Neuf, qui est, comme son nom l'indique, un pont qui n'existait pas avant. Mais il se trouve que cette statue est également dans l'axe d'une place, la place Dauphine. Et donc il y a l'idée qui s'impose en France qu'on ne peut pas concevoir la commande de la statue sans imaginer la place qui l'accompagne. Louis XIV imitera plus tard ce concept dans plusieurs centres-villes de France, installant des sculptures de lui à cheval pour asseoir son pouvoir. À cheval, exposition au Musée national de la Renaissance d'Écouen à découvrir jusqu'au 27 janvier en partenariat avec Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.